syndrome de la bonne élève. Alors je ne sais pas si vous connaissez déjà. L'objectif de cette vidéo, c'est un peu de vous expliquer de quoi il s'agit, de vous expliquer en quoi ça peut être un blocage, ça peut être en tout cas quelque chose qui explique pourquoi on peut être gêné, stressé, timide dans nos cours de danse et a fortiori dans toutes nos pratiques sportives et de loisirs. Et surtout, l'idée, c'est de vous donner des trucs et des astuces pour déjà vivre avec et surtout que les cours de sport et de loisirs deviennent des plaisirs tout le temps et que ce syndrome ne nous pourrisse plus, ou en tout cas le moins possible, la vie. Donc si vous ne me connaissez pas, je suis Marjorie Lempereur, je suis professeure de danse sur Montpellier. J'ai développé une pédagogie et un format de cours pensé pour les personnes actives qui permet de prendre en compte leurs contraintes horaires de travail, leurs contraintes d'engagement, mais aussi d'avoir une pédagogie qui va s'adapter à nos têtes trop remplies, à nos corps un peu trop sédentarisés, justement à nos petits manques de confiance en nous, pour que la pratique sportive soit vraiment un petit nid douillet qui nous fasse du bien et ne soit plus jamais une source de stress, de galère pour trouver des infos, etc. Donc moi j'ai commencé par les cours de danse que je donne et puis je suis en train de développer le projet pour vous permettre d'avoir accès à ce format et à cette pédagogie avec d'autres sports. Donc pour revenir à... Du coup, si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur les cours, je vous invite à vous rendre sur le site internet où vous trouverez vraiment toutes les informations. Et n'hésitez pas aussi à vous balader dans les chroniques de danse où vous trouverez plein d'astuces sur justement comment vivre au mieux sa pratique sportive, des astuces pour le corps, pour se faire du bien, pour mieux comprendre comment fonctionne son corps. Donc voilà, n'hésitez pas, profitez-en, c'est disponible, c'est gratuit, c'est là pour ça. Donc, ce syndrome de la bonne élève, qu'est-ce que c'est? Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler, peut-être pas. C'est un concept qui s'est démocratisé récemment, qui a notamment pas mal explosé avec le Covid, parce qu'en fait, on était dans une période où du coup, il y avait pas mal de choses qui étaient floues, on a été un peu forcés de tester des choses et de faire des erreurs, et du coup, ça a renvoyé pas mal à cette question de bonne élève. Donc, le syndrome de la bonne élève, c'est pas un truc... Ça n'a pas encore été déposé en psychologie, hein. C'est quelque chose qui a été plus constaté. Ils sont en train de faire des études pour essayer de voir, essayer de le mesurer en termes de chiffres et puis peut-être éventuellement poser des vrais diagnostics dessus. Donc c'est pas du tout une maladie. On le met au féminin parce que, a priori, ça touche quand même beaucoup plus les femmes et ce pour des raisons très sociales. Parce qu'on met les femmes dans cette case-là. Donc c'est pas que les femmes sont déterminées à le subir, c'est que les schémas dans lesquels on est éduqué, dans lesquels on avance, nous amènent quand même un peu plus facilement que les hommes à ce syndrome-là. Mais ceci dit, il y a quand même aussi des hommes qui sont touchés. Donc le syndrome de la bonne élève, c'est quoi? C'est le fait qu'à force de vouloir être bonne élève, de vouloir faire les choses bien, on en vient à mal vivre les choses parce qu'en fait on n'accepte pas l'imperfection, on a envie que tout soit parfait, du coup on se met une pression d'enfer sur les épaules, on n'arrive pas trop à s'entourer et à demander de l'aide parce que du coup on estime qu'on doit tout réussir à faire et que ça vient de nous. Du coup c'est quelque chose qui va créer pas mal d'anxiété, beaucoup de remise en question. Et du coup c'est aussi un syndrome qui fait qu'on a besoin de reconnaissance parce qu'en fait on a besoin d'une validation extérieure qui nous dit que notre travail est bien. Donc en fait c'est quelque chose qui vient, on dit ça bonne élève, ça vient vraiment du système scolaire en fait où on nous demande d'avoir des bonnes notes, où les notes récompensent par l'aval le tampon du professeur en fait un bon travail et où en fait on est dans un système où si on n'a pas des bonnes notes c'est qu'on est a priori une mauvaise personne. Et donc du coup on nous apprend qu'être bon élève c'est quand même ça qui va faire qu'on est quelqu'un bien, c'est ça qui va faire qu'on réussit. Et le problème c'est que quand on arrive dans le milieu du travail, dans le monde adulte comme on pourrait dire, on a rarement cette validation là, on n'a plus ce système de notes qui récompense. Et en fait on se rend compte, je vous mettrai un article dans la description de la vidéo et dans l'article de blog qui décrit la vidéo. On se rend compte qu'en fait, souvent, c'est assez marrant, moi quand j'ai vu ces images, ça m'a quand même assez frappée, qu'effectivement à l'école, on a la plupart des femmes qui sont, les filles sont en général meilleures élèves que les garçons, et puis quand on arrive dans le monde du travail, comme par hasard, finalement c'est les garçons qui s'en sortent souvent mieux. Alors c'est vrai que c'est assez frappant et j'avais jamais vu ça du prisme de la bonne élève.
Et en fait, c'est un peu... L'article explique assez bien qu'en fait, effectivement, nous, on nous apprend à être des bonnes élèves, c'est-à-dire à être sage, bien faire son travail, à se démener et à tout faire par nous-mêmes. Et en fait, ce qu'on appelle les mauvais élèves, ils ont tendance au contraire à avoir des réflexes qui vont leur être très utiles dans le milieu du travail, qui est par exemple de pomper le devoir de maths à celle qui est bonne en maths, donc en fait à déléguer aux personnes qui sont compétentes, à ne pas se soucier de ce qu'on pense d'eux et à avancer peu importe et selon ce qu'ils ont envie, donc à être beaucoup plus tranquille et beaucoup plus relax. Et en fait, c'est ces profils-là qui vont marcher dans le monde du travail. C'est ce genre de syndrome aussi qui va créer vraiment des phénomènes d'anxiété et puis vu que la reconnaissance n'arrive pas, que le travail acharné n'est pas reconnu à sa juste valeur, etc., il y a quelque chose qui va être de l'ordre de la spirale infernale et qui peut mener à des symptômes style burn-out ou en tout cas épuisement, ras-le-bol, voilà. Donc moi je vous raconte ça aujourd'hui parce que j'étais typiquement dans ce syndrome-là, hein. J'étais une très bonne élève, j'étais souvent première de classe et fière de l'être, je dois dire. À vivre justement les bons résultats des personnes qui travaillaient pas très bien comme de l'injustice. On le vit quand même comme ça, on se sent un peu, on se dit mais c'est pas possible, moi j'ai tout fait comme il faut et tout, lui il a rien fait, il débarque, ça marche. Et c'est quelque chose dans le monde du travail qui est assez fort et moi c'est pareil, je me sentais souvent, on a l'impression du coup d'être les petites mains qui donnent tout et puis en fait derrière qui récupéreront pas tant que ça. Donc c'est quoi le rapport avec les cours de sport? En fait en sport c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va arriver dans un cours de sport et on va être timide, on va pas oser, alors qu'en fait on a payé son cours de sport comme tout le monde, mais on va se dire est-ce que j'ai vraiment ma place? Donc déjà on questionne notre légitimité et c'est pareil qu'à l'école ou quoi, on va attendre la validation d'un autre, donc le prof. On va attendre que le prof nous dise mais oui t'as le niveau, mais oui t'as ta place. Et du coup dès qu'il nous fait des retours, ça va nous heurter, on va se dire oh là là, mais c'est que j'aurais pas dû venir ici, etc. Du coup, on va se mettre à remettre en question notre pratique, on va éventuellement changer de sport, on va beaucoup se comparer. Donc, par exemple, dans un cours de danse, si on voit que d'autres retiennent plus vite que nous, on va se dire oh là là, mais si moi je retiens pas assez vite, c'est que je suis pas bien, je suis pas bonne, je suis pas faite pour ça, ou j'avance pas assez vite. Souvent, moi je dis dans les cours, c'est pas une audition, vous n'allez pas vous faire virer si vous n'avez pas mémorisé, et je le fais exprès en caricaturant et en exagérant, mais c'est un peu vrai. C'est cette peur-là de se dire, ouais, je suis pas à ma place, mais en fait vous êtes dans un cours de loisirs, hein, donc si le prof vous a accepté et que vous avez payé, a priori vous avez votre place. Il n'y a pas de question là-dessus, il n'y a pas de débat, les objectifs sont clairs et le contrat est a priori assez carré. Donc, concrètement, comment ça bloque? Parce qu'il n'y a pas que cette anxiété-là. Vous allez voir, ce syndrome-là, il va vous empêcher vraiment de profiter au mieux d'un cours de sport, de progresser et d'en avoir tous les bienfaits. Donc ça se joue à 5 niveaux. Donc le premier, c'est qu'on a tendance en tant que bon élève à vouloir faire les choses bien et en fait à vouloir les faire trop bien. Sauf que le mieux est l'ennemi du bien. Et la deuxième phrase, moi, que j'ai apprise en 2021 et qui m'accompagne tous les jours, mais j'ai besoin de me la répéter par contre 150 000 fois, c'est que mieux vaut fait que parfait. Et c'est-à-dire qu'en sport, c'est encore pire, parce qu'en fait, c'est des pratiques qui sont corporelles. Et du coup, tant qu'on veut peaufiner avant de faire, et ben en fait, on va se priver de tout ce qui est la période d'apprentissage par le corps. Et donc, j'ai beaucoup d'élèves, par exemple, et c'est tout à fait normal, et on n'est pas là pour se jeter la pierre, hein, qui vont ne pas oser se lancer parce qu'elles n'ont pas la mémoire, parce qu'elles n'ont pas fait bien, ou qui vont faire mais qui vont dire oui mais bon moi c'est moche. Mais en fait c'est normal, et si on se prive de faire ça, si on attend que tout soit parfait, qu'on se réveille dans sa tête, qu'on se dit que là je peux pas y aller, et ben en fait on se prive de ces moments d'apprentissage, de ce moment où en fait on va s'entraîner, en fait on se prive de l'entraînement. C'est-à-dire qu'on voudrait passer de je ne sais pas à c'est beau sans s'entraîner. Et du coup en fait on se prive de tous ces moments-là d'apprentissage, de test, de découverte aussi de comment fonctionne son corps et sa tête. Et donc, on se prive d'une belle partie de l'exercice, hein, du loisir. Donc c'est hyper important d'apprendre à faire quand c'est moche. Et c'est vraiment un conseil que moi j'applique aussi en entrepreneuriat, c'est-à-dire qu'il vaut mieux avancer. À un moment donné, il faut réfléchir, mais il vaut mieux avancer, tester que surintellectualiser, surmentaliser, envisager tous les scénarios, le pire, le bon, le moyen, le machin, le bidule, et puis en fait quand on y va, le cours est fini quoi. Moi ça m'est arrivé dans un cours de danse, je me suis dit ok là je danse à moitié pour être sûre, pour pas trop prendre du risque, et quand on refera je lancerai vraiment, et en fait on n'a pas refait. J'étais dégoûtée. Je peux vous dire que le lendemain j'ai dansé tout de suite à fond. Ensuite, le deuxième blocage et problème de cette histoire de bon élève, c'est le rapport au prof.
On va prendre les retours des profs comme des jugements. On va prendre les précisions des profs comme des jugements. Et du coup, en général, ça crée quelque chose où c'est difficile pour le prof de vous faire des retours. Et c'est normal. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous êtes là pour apprendre, donc c'est normal d'avoir des retours. Et on ne vient pas critiquer votre personne, on ne vient pas vous juger, on vient juste vous accompagner, vous aider, vous donner des outils pour progresser. Et je sais que dans la tête d'une bonne élève, pour l'avoir vécu, c'est très très clair ça, en théorie. Mais oui, je sais, c'est normal qu'un prof me fasse des retours. En pratique, quand un prof vous dit quelque chose, on a tendance à se défendre ou à dire « Ah oui, mais j'aurais dû y penser » ou « Ah oui, c'est vrai, mais c'est tout bête, j'aurais pu le faire. » Non, ça ne sert à rien de faire ça. Arrêtez de vous justifier, prenez le retour, testez dans votre corps et faites-le. Et tant pis si vous avez l'air ridicule, c'est comme ça qu'on apprend et encore une fois, vous êtes là pour ça et le prof est là pour faire des retours. Le prof ne vous fait pas des retours parce que vous êtes mauvaise. Le prof vous fait, le ou la prof d'ailleurs, vous fait des retours parce qu'il vous a trouvé une matière qui vous permet d'apprendre, donc il a des choses à vous raconter. Donc en fait, il est juste en train de faire son métier et vous êtes dans votre rôle en fait d'élève qui apprend et qui justement est là pour ça, pour choper des retours, pour choper des infos, pour avancer. Donc c'est important aussi de remettre la place de chacun, l'élève, le prof, et on n'est pas là en tant que élève d'école qui va se prendre une mauvaise note et qui va mettre tout son avenir en jeu avec une pression énorme. On est bien là en tant qu'élève pour apprendre, professeur pour transmettre, et donc dans la transmission, il y a un moment d'échange, de « Regarde, je t'ai transmis de lever ce bras, tu as déroulé le bras, c'est très bien, je te propose de faire ça. Pourquoi ? Parce que ça va te permettre de trouver une autre sensation dans ton bras, parce que ça donne une ligne, et là on est dans quelque chose qu'on apprend. Et ça veut pas dire, et c'est pas parce qu'on vous dit ça qu'on vous dit « Ah, mais t'as fait ça, je suis sûre que tu sais pas faire ça. » C'est pas ça. On vous dit juste à ce moment-là, aujourd'hui, par rapport à ce que je t'ai transmis et à ce que tu as fait, je te propose de faire ça pour tel et tel raison. Et c'est vraiment important de comprendre que c'est pas parce qu'on vous fait des retours qu'on estime que vous savez pas faire ce qu'on vous propose. On vous dit juste que c'est pas ce que vous avez fait à l'instant T et que justement on vous amène vers ce qu'on aimerait vous faire pour plein de raisons pédagogiques, anatomiques, artistiques, dansantes, etc. Donc ça, c'est vraiment important de comprendre à quoi servent les retours, quel est le rôle d'un prof et le rôle d'un élève. Encore une fois, c'est pas pour vous prendre pour des idiotes, mais c'est vrai qu'on a tendance à le savoir très bien intellectuellement, mais appliqué à soi, en général, on passe dans une posture de jugement jugé, quoi. Et ça, c'est dommage. Et puis ça contribue en fait à se sentir pas à sa place, alors qu'en fait, vous avez votre place. Un prof qui n'a pas de retour à faire à un élève, en fait, pour moi, ça veut dire que le cours était peut-être trop facile, ou que le prof n'était pas venu là pour vous apprendre quelque chose, il était venu là pour vous faire passer un bon moment, pour faire de l'animation. C'est très bien aussi, mais c'est pas pareil d'aller au Club Med pour faire de la gym pour se faire plaisir et sans rien vouloir apprendre juste pour se dépenser, que de venir prendre un cours pour apprendre des choses. Voilà. Les deux se valent, c'est juste pas le même objectif. Le troisième frein, c'est que la timidité et la peur de mal faire vont vous priver d'un bon moment. Donc au-delà du fait d'apprendre, la valeur de faire quand c'est moche, etc., se lancer quand on ne sait pas, c'est très grisant. Se faire surprendre par son corps, c'est super agréable. Et du coup, tant qu'on est dans la retenue, tant qu'on est dans « oulala, mais je vais avoir l'air idiote »,« oulala, mais je vais me tromper »,« oulala, nanana », c'est vous-même en fait qui vous mettez dans un état d'esprit où du coup, le cours ne devient pas un moment de loisir. Alors après, on est d'accord que le cadre est aussi à poser par le professeur par le ou la professeure pour que ce moment d'expérimentation et d'erreur soit permis et autorisé. On est tout à fait d'accord. Mais c'est aussi à vous, à un moment donné, d'accepter, de vous lancer, de vous faire plaisir et de vous dire que tout dans la vie ne doit pas être laborieux, pénible, etc. On a le droit de s'élancer dans un tour, de se tromper, de faire 3 tours au lieu d'un et d'arriver en mode « Ouais, j'ai raté le pas d'après !» Et c'est super parce qu'en fait, on est là pour les loisirs, donc on est là pour se faire du bien, il n'y a pas d'enjeu. Et vraiment, l'enjeu, c'est de se faire du bien. Donc ne vous privez pas de ça et ne laissez pas votre timidité vous empêcher. Alors, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais pareil, c'est des petits pas petit à petit. On se le répète, on se le redit, et puis en fait on avance, et vous allez voir, une fois qu'on a accepté, qu'on a vu qu'il y en a d'autres qui se trompaient, et qu'en fait la prof elle est ok avec ça, on se lance et on passe un moment mais tellement meilleur. Moi je l'ai vécu avec la boxe, je me suis mise à la boxe cette année, au début il nous a dit enchaînement libre, et je me suis dit mais j'ai rien à faire, j'ai rien à dire. Puis après, je me suis dit, mais repense à tout ce que tu dis à tes élèves. On s'en fout, il t'a dit libre, bah c'est libre, et puis voilà, teste. Et je savais pas quoi faire. Et puis en fait, tant pis, j'y suis allée petit à petit, ça vient. Donc c'est vraiment aussi ce... Voilà, c'est comme, allez, je renvoie au point 1.
pour le point 3, on n'attend pas que ce soit parfait pour le faire. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de plus être timide pour se lancer. On apprend à se lancer avec sa timidité et petit à petit à construire un moment où on est plus à l'aise, où on se lâche, où on y va, où on fait des erreurs avec le sourire et où c'est ok et où on ne s'auto-flagelle pas en cours de route. Mes élèves sont en permanence, et je pense que c'est pas les seuls, en train de froncer les sourcils quand elles dansent. Parce qu'en même temps qu'elles dansent, elles se disent non mais ça doit pas être ça, non mais je dois pas faire assez vite, non mais je dois pas faire assez bien. Mais on n'est pas là pour ça, au contraire, on est là pour s'ouvrir le visage et se faire plaisir. Donc travaillez votre timidité en acceptant de vous lancer même si c'est pas safe. Et vous allez voir, c'est cool, c'est ok, ça fait du bien, c'est grisant. Et en plus du coup, on partage en fait, alors les grands mots, notre vulnérabilité, mais on est tous ensemble en train de se planter et en fait c'est hyper soudain, ça crée une super bonne ambiance dans le cours parce qu'en fait voilà, et vous allez vous rendre compte aussi si vous laissez la place à l'erreur que les autres font les mêmes et que du coup finalement c'est hyper intéressant de partager ça, au-delà de partager la surface bien propre, bien carrée d'un exercice bien fait. Donc ça c'était le troisième point. Le quatrième point c'est que du coup en ayant ce syndrome de la bonne élève là dans les cours, on a tendance à surmentaliser ce qu'on apprend et du coup à surintellectualiser. Donc c'est-à-dire que par exemple si je vous dis bras là, ça va faire, au lieu de lever le bras, vous allez dire ok, donc il faut que j'aille vers le bas, il faut que je baisse l'épaule, il faut que je lève le bras, attends, le bras il faut qu'il soit à 90, pas à 180, il faut qu'il aille là-bas, il faut qu'il revienne là. Et en fait, du coup, il se passe, donc là je caricature sur un mouvement très simple, mais souvent c'est ça, c'est-à-dire qu'il se passe beaucoup de choses dans votre tête. Du coup, on se prive de l'apprentissage par le corps, et surtout on se prive de l'intérêt principal de la pratique sportive, et à commencer par la danse, qui est le lâcher-prise du mental pour revenir dans le corps. Et bah du coup c'est dommage, parce qu'en fait on fait déjà ça tous les jours, de se dire qu'est-ce que je dois acheter, quelle liste de courses, pour faire quoi, blablabla. Donc c'est intéressant d'arriver à se dire ok, objectif aujourd'hui, au moins sur un exercice ou au moins sur je sais pas quoi, je débranche le cerveau et je me dis ok, elle m'a demandé de lever mon bras, je cherche pas plus loin, je lève mon bras et elle me dira la prof si c'est bien ou si c'est pas bien, si c'est ce qu'il faut. Parce que c'est point numéro 2, elle est prof, je suis élève, elle est là pour ça. Je n'ai pas à faire le travail et de l'élève et du prof. C'est le prof qui a intellectualisé son cours, qui sait pourquoi il vous fait faire tel mouvement et qui a en charge la responsabilité pédagogique de ce qui se passe dans le cours. Donc, faites et débranchez les connexions. Vous ne savez pas pourquoi vous le faites, vous ne savez pas comment, c'est pas grave. Et si vous avez besoin de savoir, demandez. Ne cherchez pas tout seul à pinailler et à vous torturer les méninges. On n'est pas là pour ça, encore une fois. Donc ça, c'était le point numéro 4. Surintellectualiser, ça nous prive de descendre dans le corps et puis ça remonte de la charge et tout ça et c'est pas ce qu'on veut. Et enfin le dernier point et qui est vraiment très important parce qu'en fait c'est quelque chose qui est aussi valable dans la vie de tous les jours et pareil moi j'y suis encore confrontée et c'est encore un long chemin. C'est le fait que du coup on veut tout faire par nous-mêmes. Donc c'est un peu ce que je vous disais juste en haut. C'est que du coup, on a tellement une pression sur le fait que on est là pour, on est capable, on nous a dit qu'une bonne élève ça savait, etc. et blablabla, que du coup on a l'impression que hop, dès qu'on nous a montré un truc, on est censé savoir par nous-mêmes. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça veut dire que déjà d'une, on n'ose pas demander de l'aide. Donc quelqu'un qui n'arrive pas à mémoriser va mettre du temps à dire j'ai pas compris, tu peux remontrer, ou alors va attendre plusieurs cours pour dire ah mais attends en fait depuis le début je crois que je faisais faux mais j'ai vraiment pas compris c'est quoi le truc. Donc poser des questions c'est vraiment très important. Après il faut aussi faire confiance au prof, hein. C'est-à-dire qu'à des moments il vous dit là il n'y a pas le temps pour les questions, on y va. Et ça c'est aussi parce qu'il ne veut pas que vous surintellectualisiez. Mais vous avez très bien le droit d'essayer de poser la question et s'il vous dit fais-moi confiance, vas-y sans savoir. Et si vous avez la question après, vous la poserez. Voilà, c'est tout un petit équilibre. En tout cas, demander de l'aide, c'est important. C'est important de dire j'ai pas compris. C'est important de dire j'ai l'impression que je vais me faire mal. Et c'est pas parce que votre corps est mal fichu que vous n'avez pas compris. Et surtout quand on va se faire mal, c'est hyper important de demander et vite. Parce que peut-être que vous faites effectivement un mouvement pas comme il a été prévu et que du coup vous risquez vraiment de vous faire mal. Donc n'attendez pas de vous faire mal pour poser la question. Et surtout, à vouloir tout faire, on n'apprend pas trop en fait de ses forces et de ses faiblesses et on essaye de faire en sorte qu'on soit fort partout. Et en fait, du coup, on se prive d'une certaine clé de connaissance de soi qui va nous être vraiment utile dans la vie pour savoir sur quoi s'appuyer et sur quoi soit déléguer, soit s'entourer. Et en sport, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est important de savoir vous valoriser, c'est-à-dire peut-être que vous êtes hyper forte pour mémoriser des chorés, mais pas très forte pour, je sais pas moi, sentir la subtilité de vos omoplates. Peut-être que vous êtes hyper à l'aise en impro et hyper forte en impro, mais pas trop pour apprendre des exercices écrits. Peut-être que, etc., etc. À quoi ça sert de se le dire? Déjà,
à vraiment accepter que vous êtes forte dans un domaine et d'y aller à fond. Et accepter aussi que dans l'autre, vous êtes moins forte et que du coup, vous n'allez pas être dans cette posture-là de je dois y arriver, je dois le faire, machin. Mais par contre, vous allez être, par exemple, imaginons que vous êtes très forte pour apprendre des chorés et vous n'êtes pas du tout à l'aise en impro, c'est pas la peine de s'auto-flageller. Ça veut dire que quand vous êtes forte dans les chorés, et ben à un moment où on fait des chorés, vous y allez et voilà, et vous y allez et vous enlevez la timidité et vous assumez d'être forte et vous en profitez à fond. Au moment où vous savez que vous n'êtes pas à l'aise en impro, vous acceptez de demander de l'aide, donc vous posez des questions au prof si c'est pas clair pour vous, et vous n'hésitez pas dans l'impro à regarder ce qui se passe autour de vous. Moi, c'est vrai que les règles pour moi en impro, c'est que tout est ok. C'est ok de copier, c'est ok de s'arrêter, c'est ok de refaire, c'est ok de fermer les yeux. Donc vous vous dites ok, je suis dans une situation où je ne suis pas à l'aise, donc je vais m'entourer. Donc je vais voir ce qui se passe ailleurs. Je peux demander des petits exemples au prof en disant je sais pas où démarrer, donne-moi plus de clés. Mais faites-le, parce qu'en fait vous êtes là pour passer un bon moment, vous êtes là pour apprendre et que vous n'êtes pas au top partout. Et c'est un peu normal, sinon vous seriez pro dans le milieu, dans le domaine finalement. Donc voilà, donc si on récapitule, le syndrome de la bonne élève dans le sport, ça nous pourrit la vie pour 5 raisons. La première, c'est que on attend que tout soit parfait pour faire, sauf que le mieux est l'ennemi du bien et mieux vaut fait que parfait. Et donc si on ne fait pas ça, on se prive de d'une grande partie du cours de sport et de l'apprentissage. Donc on y va, on se lance. La deuxième, on peut prendre le retour des profs comme des jugements alors qu'ils sont juste là pour nous apprendre des choses. Donc on arrête de surinterpréter, on prend les retours, on apprend, on avance. La troisième, c'est que la timidité et la peur de mal faire vont nous empêcher de passer un bon moment. Donc, pareil, on y va, on se lance, et petit à petit on travaille sur cette timidité et on ose profiter du cours et on ose se faire plaisir, même si on n'a rien compris, même si on a l'impression que ce qu'on fait ça ressemble à rien, c'est pas grave. La quatrième, c'est que du coup on va surintellectualiser le moindre truc et on va se priver d'un apprentissage par le corps. Donc on essaye, on s'entraîne à couper le cerveau pour vraiment essayer d'apprendre par le corps et laisser le corps prendre le relais et la tête se reposer pour lâcher prise. Et la cinquième, c'est qu'on accepte d'être bon à certains endroits et d'être pas bonne à d'autres endroits. Et donc d'être bonne même à certains endroits et pas bonne à d'autres endroits. Et donc on accepte de demander de l'aide, de s'entourer et au contraire de s'affirmer dans les endroits où on est à l'aise. Ça c'est super important. Donc maintenant, comment travailler sur le syndrome de la bonne élève? Donc je vous ai déjà glissé quelques petites astuces dans les blocages. Je voudrais vous donner d'autres astuces un peu plus globales. Donc la première, c'est l'indulgence. C'est pas un trait de caractère très propre à la bonne élève. En général, on est plutôt exigeant. C'est une bonne chose. L'indulgence, c'est pas d'en avoir plus rien à faire. C'est juste de comprendre que entre la médiocrité et l'exigence, il y a des prises de conscience, mais surtout il y a du temps. Et donc, oui, pour l'instant, vous êtes peut-être empêtré dans ce truc de la bonne élève et vous vous dites non, mais je suis vraiment nulle, c'est vraiment débile ce truc, j'aurais dû en sortir tout de suite. Indulgence. Vous avez maintenant pris conscience qu'il y a ça, vous avez pris conscience aussi que ce n'est pas inhérent à vous, mais que c'est dû à plein de choses qu'on nous apprend dans l'école, à l'école, au boulot, au travail, votre famille, votre éducation, etc. Soyez indulgente avec vous-même pour passer au-delà de ce syndrome, pour y aller pas après pas. Et pour faire preuve de douceur, oui, au début, vous continuerez à être super bonne élève, vous continuerez à ne pas oser poser de questions, vous continuerez à être timide et c'est ok. Et le prof vous poussera un peu à en sortir et c'est pareil, il n'est pas là pour vous juger et pour vous dire « Ah, elle a le syndrome de la bonne élève, je le vois ». Pas du tout. En plus, les profs ont souvent été par le passé de très bons élèves, donc ils savent très bien ce que c'est. C'est juste qu'ils vous accompagnent dans ce chemin-là, donc soyez indulgente avec vous-même et allez-y pas à pas. Et on y va tranquille. Une deuxième clé pour donc l'indulgence, ensuite la répétition. On apprend beaucoup dans la répétition, il y a des déclics qui se font dans la répétition. Donc n'hésitez pas à re-regarder cette vidéo, à relire l'article, à ne re-regarder que les passages qui vous concernent, à l'oublier, à y revenir. C'est par la répétition que le cerveau comprend, que le corps intègre. Donc il faut se répéter, se re-répéter et peut-être que pendant tout un module de danse de 6 semaines, à chaque fois que vous venez, vous vous dites objectif, poser une question ou objectif, me lancer même si j'ai l'impression que c'est nul. Oui, on répète, en étant indulgent. Et vous allez voir indulgente. Et vous allez voir petit à petit, les choses vont rentrer et c'est super agréable. La troisième clé, c'est de respirer et de prendre du recul. C'est valable dans tous les secteurs de la vie, mais c'est encore plus valable et beaucoup plus facile à comprendre dans le milieu des loisirs et du sport. Il n'y a pas d'enjeu autre que vous passiez un bon moment.
Donc, on respire. Vous ne serez pas jugé, vous ne serez pas critiqué, vous ne serez pas viré, votre salaire n'en dépendra pas. Donc, on respire, on prend du recul et on savoure. Pareil, beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais globalement, remettre dans son contexte, ça vous aidera beaucoup. Surtout que j'imagine que vous avez bien plus grave dans votre vie que votre petit cours de danse. Et c'est aussi pour ça qu'il est si important ce cours-là, parce qu'il n'a pas d'enjeu, et du coup c'est hyper important de le prendre pour ça, et de vous donner cet espace-là de « je fais un truc important pour moi, qui m'apporte des choses, mais qui n'a pas d'enjeu ». Et ça c'est vraiment chouette. Donc ensuite, n'oubliez pas que si vous ne vous faites pas confiance en vous, vous pouvez aussi faire confiance au prof. Vous l'avez embauché pour ça, mine de rien. Donc même si vous ne vous doutez de votre niveau, faites confiance au prof. S'il vous a accepté, c'est que lui, il vous donne sa place, donc faites-lui confiance à vous. C'est aussi une autre manière de voir les choses, de se dire ok, si j'ai ma place, s'il m'a accepté, c'est que lui, il sait ce qu'il fait dans son cours, donc je lui fais confiance et je me dis pas oulala, moi. Décentré, le prof me fait confiance, donc je lui fais confiance, donc je me fais confiance. Voilà, petite clé, parce que résoudre la confiance en soi, ça prend un peu de temps. Mais donnez confiance en un prof qui est diplômé et à qui vous avez a priori fait confiance au moment de payer, c'est parfois un peu plus facile, donc ça peut être une clé. Ensuite, accepter les erreurs, c'est vraiment super important, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais c'est vraiment vrai. Accepter de vous tromper, c'est chouette, c'est comme ça qu'on apprend. Les enfants sont tombés, c'est un exemple qu'on donne hyper souvent, hein, mais un enfant n'apprend pas à marcher quand il sait marcher. Un enfant tombe, remarche, tombe, marche et marche. Et donc c'est valable pour vous. Vous allez faire un tour dans le mauvais sens, un tour trop vite, un tour trop doucement, un tour encore dans le mauvais sens, un tour encore trop vite, un tour parfait, puis un tour mauvais, puis un tour bien, puis un tour naze. Et puis après, ça sera bien. Mais c'est top, c'est top. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça que le corps intègre, c'est comme ça qu'on apprend dans la subtilité et dans la durée. Donc accepter les erreurs, ça permettra d'apprendre beaucoup moins superficiellement et d'avancer en sérénité. C'est donc la 6e recommandation, c'est qu'on apprend en faisant. Donc, quand on a compris ça aussi, on lâche un peu la bride. Hein. C'est-à-dire qu'on n'apprend pas en théorisant. On n'apprend pas le basket en théorisant. On peut devenir théoricien du basket en théorisant, mais pas fort en basket. Pareil, c'est des trucs, quand on le dit, ça paraît tomber sous le sens. Appliqué à soi, c'est beaucoup moins évident. Mais voilà, on se le répète. C'est en faisant qu'on apprend, c'est en tombant qu'on apprend à marcher, c'est en tournant 36 fois qu'on apprend à tourner droit, et voilà. Et enfin, la dernière qui est vraiment super importante, et j'aurais peut-être dû commencer par ça, je rappelle qu'on n'est ni bon ni mauvais. Et ça, c'est vraiment un des fléaux de l'école et des jugements un peu hâtifs de l'école qui vont nous dire qu'on est bon ou mauvais dans une discipline. Je pense qu'on n'est pas bon ou mauvais dans une discipline. On est, en tout cas, pas à vie. On a appris à faire quelque chose ou on l'a pas appris. On a travaillé quelque chose ou on l'a pas travaillé. Alors après, si on n'a pas travaillé quelque chose pendant 40 ans de sa vie et qu'on commence à 41 ans, c'est sûr qu'on va avoir besoin d'un peu plus de temps, de déconstruire les schémas qu'on a dans le cerveau sur cette discipline-là, peut-être que c'est une autre manière d'appréhender les choses, et donc ça demande des réajustements. Ça ne veut pas dire que vous êtes mauvaise. Ça veut juste dire qu'il faut du temps. Ça veut dire qu'il faut accepter de repartir de début, ça veut dire qu'il faut retrouver cette petite découverte des premières fois. Et pareil, quand on se dit ça, ça ouvre la porte à plein de choses, parce qu'en fait, on n'est pas bon ou mauvais en danse. On a des gens qui se sont déjà frottés à la discipline et d'autres pas du tout. On a déjà fait du sport ou on n'en a pas fait. Et du coup, en fait, on a envie ou pas d'aller apprendre ça. Et après, c'est à vous de décider si vous avez envie ou pas. Vous n'avez absolument pas besoin d'avoir envie d'être bon partout. Mais si vous avez envie d'aller tester un sport, même si vous êtes mauvaise, eh bien allez-y. Et vous allez apprendre. Et juste demander si c'est ok de débarquer en n'en ayant jamais fait. Si on vous dit oui, ben voilà, c'est parti. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on n'est ni bonne ni mauvaise, on est frotté à la discipline ou pas. Voilà, c'est ça que j'aimerais vous proposer comme autre manière de voir le monde, de voir les choses. Donc, pour conclure cette très longue chronique où je me suis emballée, parce que c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur, qui m'a collé à la peau pendant longtemps, qui m'a aussi donné du fil à retordre pour lancer mon projet, parce que dans l'entrepreneuriat, on est très très vite confronté à ça, hein. On n'a même pas une hiérarchie pour nous valider ce qu'on fait, et on est souvent beaucoup plus intransigeant avec nous-mêmes qu'une potentielle hiérarchie. Et dans ma pratique sportive, et notamment dansante, moi quand je suis arrivée pour repasser mon diplôme de danse en contemporain, en plus, où tous les mouvements sont ok, c'est beaucoup moins codifié qu'en classique ou en jazz, d'où moi je venais à la base.
C'est vrai que j'ai senti une forme d'injustice quand j'ai vu des personnes qui me semblaient avoir aucune technique et pourtant avoir des lauriers, des preuves parce qu'elles faisaient d'autres choses bien. Mais j'ai aussi appris que oui, c'est comme ça qu'on apprend quand même, mine de rien, une autre vision de l'humanité. Alors c'est un peu des grands mots, mais c'est un peu vrai au fond. De redonner de la valeur à plein de capacités. Il y a les gens qui savent la technique, il y a les gens qui savent faire, il y a les gens qui savent improviser, il y a les gens... Et en fait, ça redonne aussi une certaine égalité entre les compétences, entre les personnalités. Voilà, ça revalorise les différentes personnalités et du coup c'est hyper important de le dire et de se le redire. Du coup, pour conclure, c'est totalement ok d'être une bonne élève, c'est totalement ok d'avoir le syndrome de la bonne élève et c'est ok que pour l'instant il vous gâche la vie. Si c'est ok pour vous de rester comme ça, très bien. Si vous avez envie d'explorer d'autres chemins, si vous avez envie de partir un peu plus à l'aventure, si vous avez envie d'être moins stressé, si vous avez envie d'enlever ces trucs-là que vous sentez bien, qui vous bloquent, et ben allez-y tout doucement, en toute indulgence avec vous-même et avancez pas après pas et vous allez voir, la vie est plus douce, plus belle et plus diversifiée. Ça veut pas dire que... ça veut pas dire que d'un coup tout est ok, qu'on peut tout faire et que voilà, il n'y a plus de sérieux. Voilà, souvent on a un peu peur de ça aussi, que si on lâche ça, du coup c'est un peu la porte ouverte. Non, pas du tout. Simplement, il y a peut-être d'autres manières d'apprendre que celles qu'on apprend à l'école. Il y a d'autres manières d'appréhender les choses. Il y a d'autres... et en fait, dans le lâcher-prise, on apprend d'autres choses qui sont hyper intéressantes qu'on ne nous apprend pas à l'école. Je sais qu'en danse aussi, quand on veut trop bien faire, ça c'est assez spécifique à la danse, mais du coup, on est dans un tonus musculaire qui est très engagé parce qu'on veut vraiment bien faire et tout. Et du coup, on se prive de toutes ces subtilités du mouvement qui vont être plus dans le lâcher, relâcher le muscle, l'élan. Parce qu'on veut tellement bien faire, tellement bien, que du coup, on engage trop de tonus. Et en fait, on se rend compte vraiment en danse contemporaine que parfois, le lâcher du tonus, ça nous donne accès à la gravité, ça nous donne de l'espace. Donc en fait, c'est pas du tout des choses qu'on nous apprend à l'école comme étant bien. On nous apprend un peu à bosser comme des acharnés. Mais ça nous prive quand même d'une certaine partie de l'apprentissage, du mouvement, de la créativité qui sont quand même vraiment top. C'est quelque chose dont j'ai pas parlé dans cette vidéo, peut-être j'en ferai une autre, mais c'est vrai que la créativité c'est aussi vraiment quelque chose dont on se prive en tant que bon élève parce que du coup on se laisse pas l'espace de chercher, on se laisse pas l'espace de la surprise à vouloir bien faire. Et faire des erreurs c'est aussi ça, c'est découvrir des choses en fait. La plupart des inventions viennent d'erreurs, donc voilà, je m'emballe encore, je vais m'arrêter là parce que sinon personne n'ira au bout de cette vidéo et ni au bout de cet article de blog. Mais du coup, c'est ok d'être bon élève, c'est ok aussi de travailler dessus, c'est ok de garder son sérieux et de s'ouvrir les chakras, entre guillemets, pour aller chercher d'autres choses. Donc je vous encourage vraiment à aller à fond dans les disciplines que vous avez envie d'apprendre, à tester, à apprendre, à faire des erreurs, à apprécier et à profiter ce temps de loisir pour travailler dessus où il n'y a pas d'enjeu, ou si vous êtes quand même une bonne élève et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, c'est ok et personne ne vous engueulera non plus parce qu'en fait, on s'en fiche. On est juste là pour que vous passiez un bon moment. Donc voilà, allez-y, savourez, profitez. Et sachez aussi trouver des choses bien. C'est pas, être bon élève, c'est pas mal en fait. Parce que je ne veux pas non plus que l'idée de cette vidéo, c'est de dire bah, les bons élèves, ils sont trop scolaires, trop machin. Non, ça apporte plein de choses, ça apporte beaucoup de sérieux, beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, on se donne à fond pour les trucs et tout, donc c'est super. Simplement, et c'est bien aussi d'aller voir autre chose, ça nourrit, ça donne de l'élan ailleurs et tout. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit largement, beaucoup trop parlé. Si vous avez envie d'en discuter, l'espace commentaire de la vidéo ou de la chronique de danse de l'article de blog sont à votre disposition. Je serais aussi ravie d'en papoter sur Instagram si jamais vous préférez ce canal-là. Quant à moi, je vous retrouve un mercredi sur deux ou tous les mercredis selon les périodes pour les chroniques de danse, donc sur YouTube et sur le site. Et si vous avez envie de venir à un cours de danse, vous avez toutes les infos sur le site et bientôt prochainement les infos pour les autres sports. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt et j'espère que cette vidéo vous sera bien utile. Belle journée, belle soirée et à bientôt.